Mesdames et messieurs de la presse, chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques les plus aimables. Mes remerciements à vous toutes et à vous tous pour avoir rehaussé de votre présence à cette invitation. Permettez que nous vous demandons, au nom de toute la jeunesse panafricaine unie, digne et courageuse, d'observer une minute de silence pour ces victimes connues et anonymes, tombées durant les multiples et terribles bouleversements qu'a connu le Congo depuis aujourd'hui près de 4 siècles. Ces hommes et femmes tombés durant le douloureux événement des razzias négrières de l'esclavage et de la colonisation, ainsi que des multiples guerres qui ont secoué la République démocratique du Congo. Les guerres d'occupation, des rébellions qui ont bouleversé notre peuple, provoqué des déplacements internes, des millions et des milliers de personnes, des populations et familles, mais aussi poussant une partie de notre jeunesse vers l'émigration. Une pensée aussi pour tous ces résistantes et résistants, ces combattants et combattantes de la liberté qui sont tombés avant nous. Merci. Mesdames et messieurs, notre sortie médiatique de ce jour est motivée par 3 questions essentielles. La première de questions, c'est pour vous parler de la restitution du patrimoine africain, des œuvres d'art africaines qui sont aujourd'hui enfermées dans plusieurs musées en Europe, aux États-Unis et par-ci par-là. Ces œuvres qui ont été volées et pillées durant, depuis notre malheureuse rencontre avec l'Occident. La deuxième question, c'est celle du devenir de l'Afrique, à travers laquelle j'inscris le devenir du Congo, l'avenir du Congo. Et la troisième question, c'est sur l'avenir de l'homme et de la femme africaine, et par définition de l'homme et de la femme congolaise. Depuis aujourd'hui, près de 4 siècles que l'Afrique a été en contact malheureusement avec l'Occident, d'où le peuple de l'Europe, de l'Occident, les armées, les miliciens, les criminels sont venus ici, ont soumis nos ancêtres à une sorte d'esclavage, d'inhumanisation, réduisant nos ancêtres à des bétails des sommes et à des esclaves. Et lorsque les Européens arrivent ici, ils ont commencé par piller notre héritage, nos œuvres d'art, ce qu'eux ils considèrent comme des œuvres d'art, mais nos entités. Ceux qui servaient peut-être à rythmer nos vies quotidiennes, à régir les manifestations, les naissances, les morts, les mariages dans nos sociétés. Ces œuvres d'art, la première vague de pillage commence entre 1300 et 1800. Les œuvres d'art africaines ont été pillées et volées par des Hollandais, par des Portugais qui furent les premiers à arriver justement sur nos côtes. De 1880 en 1960, c'était la deuxième vague. Cette période, nous la qualifions de la période de l'hypercolonialisme. L'hypercolonialisme parce que tous les royaumes et les empires africains ont été détruits. Et les Européens ont pillé ces œuvres. La troisième vague commence justement de 1960 à 1992. Les pays africains dont la majorité ont accédé à l'indépendance. Et les Européens ont créé ce que nous appelons des guerres fratricides, des guerres tribales, des guerres ethniques. Pendant ces temps, ils ont commencé à piller et à nous dépouiller de nos œuvres. Et la quatrième et dernière vague commence justement entre 1992 et de nos jours, d'où l'on voit les marchés illicites, les trafics des œuvres d'art, où on motive justement la notion de l'offre et la demande. On vous pousse à aller voler et venir nous vendre cela. Et ainsi, la plupart de nos œuvres se trouvent aujourd'hui dans des musées européens. Beaucoup d'entre vous peut-être ont suivi une vidéo qui a circulé partout au monde, d'où je suis allé au musée de Quai Branly, arracher une œuvre au musée de Quai Branly à Paris, parce que justement j'ai compris
qu'on ne demande jamais à un voleur la permission pour récupérer ce qu'il a volé. Ça fait aujourd'hui près de 4 siècles. Nos ancêtres ont résisté, nos parents ont combattu. De présidents africains sont venus justement pour réclamer en bonne et due forme la restitution de notre patrimoine. Mes pensées vont ici au président Mobutu, que ses péchés lui soient pardonnés. Le président Mobutu, sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies en 1973, avait l'idée de formuler une résolution, de demander que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies vote une résolution qui justement allait permettre et contraindre aux pays européens et occidentaux de restituer en bonne et due forme notre patrimoine. Mais le président Mobutu a essuyé un refus parce que cette demande et cette résolution est restée lettre morte dans les officines ou dans les tiroirs de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque le chef coutumier du village Kikuku, ici à Boma, arrive après Mobutu, demande la restitution de notre patrimoine, l'Occident refuse catégoriquement. Le deuxième chef arrive, l'Occident refuse. Parce que le village Kikuku réclamait ce que nous appelons la statue de Neku. Beaucoup d'entre vous sont au courant que lorsque Mobutu arrive au pouvoir, à un moment donné, lorsqu'il part de recours à l'authenticité, il enlève Joseph Désiré, il prend le nom de Mobutu Sese Seko Kuku. Bwendouazabanga. Kuku, c'était justement la réappropriation de notre patrimoine culturel. Parce que l'Occident avait refusé. Je vous parlais de 73, c'est vers ces années-là qu'arrive le recours à l'authenticité. D'où Mobutu se décide maintenant de porter le nom Kuku. C'était pour incarner justement Nekuku qui a été pillé et qui se trouve au musée des Terres Vurennes en Belgique, parfois au musée d'Anvers ou parfois au musée de Bergendal aux Pays-Bas. Donc ils ont refusé de restituer ces patrimoines-là. Alors moi j'ai estimé que je trouve quelqu'un qui a volé mon portable ou quelqu'un qui vole votre caméra, je pense que vous n'aurez pas à demander la permission et l'autorisation pour courir et récupérer ce qui vous appartient. Raison pourquoi cette façon d'agir, nous l'avons appelée la diplomatie active. Parce que la diplomatie active consiste à placer l'intérêt supérieur de nos populations, la dignité collective au-dessus de toute exigence protocolaire ou de tout artifice protocolaire, judiciaire, sécuritaire. Bien que dans le 30 juin 1960, les protocoles avaient interdit Patrice Lumumba de prendre la parole. Mais Patrice Lumumba a pris la parole parce que, vu le discours insultant, humiliant, mensonger du roi de Belge, il a fallu que Patrice Lumumba fasse la restauration de la vérité historique pour notre génération, pour que nous sachions que l'indépendance du Congo n'est pas l'œuvre conçue par les génies du roi Léopold. L'indépendance du Congo n'est pas une œuvre de la charité de la Belgique. Mais l'indépendance du Congo, c'est le fruit de lutte, du combat, de sacrifice suprême de nos pères et de nos mères qui nous a conduits justement vers cette indépendance. Donc il a fallu que l'on aille dans cette dynamique et Patrice Lumumba a placé cet intérêt au-dessus de tous ces interdits protocolaires. De même que moi et mes camarades, nous avons fait la même chose. J'ai placé l'intérêt supérieur de notre peuple, la dignité collective du peuple noir et du peuple africain et du peuple du Congo au-dessus des interdictions du musée de Quai Branly. C'est pourquoi vous avez vu cette démarche où je suis allé au musée de Quai Branly et j'ai récupéré cette œuvre-là pour sortir avec. Ainsi, nous avons continué tous les musées, le musée de Bergendal aux Pays-Bas, le musée de la Hollande. J'ai fait la prison pour ça quand je suis revenu au musée du Louvre, mais la prison c'était pour 48 heures parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la diaspora congolaise, de la diaspora africaine et panafricaine, le peuple noir de partout qui se sont mobilisés pour m'arracher du geôle de l'impérialisme occidental français. Au musée de Quai Branly, j'ai fait 4 jours justement au commissariat de police. Après, on nous a amenés au dépôt. J'ai vu le juge et puis il y a eu un procès. Mais lors du procès, selon les lois françaises, des lois d'ailleurs qui sont des lois qui n'ont aucun sens, Martin Luther King disait devant une loi injuste, nul n'est tenu d'y obéir. Les législateurs français a fauté parce qu'ils sont allés voler et ils ont écrit des lois disant que ces œuvres-là nous appartiennent, vous ne pouvez pas les toucher. Le jour du procès, j'encourais, selon la législation injuste de la France, j'encourais 10 ans d'emprisonnement et 175 000 € d'amende.
Mais le jour du procès, le juge a estimé qu'il y avait un poids historique derrière cette affaire. Et que lui-même, il n'a pas été capable, si j'ose dire, d'aller dans le sens de cette condamnation. Le poids historique qui pèse, parce que dans ces procès, il fallait juger aussi les crimes de la colonisation, les crimes de l'esclavage. Parce que si je me suis permis d'aller dans ce sens, c'était justement pour crier justice aussi au nom de ces crimes perpétrés dans ces pays, les crimes de la colonisation, des femmes qui ont été éventrées, nos mères qui ont été violées, des hommes et des femmes décapités, des enfants qui ont été violés. Il fallait justement juger aussi cela. Il fallait juger les crimes de l'esclavage et des razzias négrières. Nos ancêtres ont travaillé. Lorsque les Européens ils ont arraché de ces terres, quand vous voyez les beaux bâtiments de la France, notamment quand vous arrivez à Nantes et à Bordeaux, c'est la sueur et l'intelligence de nos ancêtres. Qu'on ne vous trompe pas que nos ancêtres ne savaient pas construire. Lorsque vous prenez accès aux archives qui sont dans les bibliothèques occidentales, vous verrez ce qu'était la beauté du royaume Congo, ce qu'était la beauté de l'empire Lunda du royaume Kuba, ce qu'était la beauté de l'empire Ashanti, de l'empire Zoulou. Vous verrez de l'empire Mandingue que nos ancêtres, des rois avec la magnificence de l'or. Le collier que j'ai ici, c'est un collier qui vient du royaume d'Ashanti au Ghana, fait avec de l'or, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on perpétue une tradition qui date des millénaires. Nos ancêtres avaient cette science-là. Nous avons construit l'Europe avec la sueur de front de nos ancêtres, mais aucun de nos ancêtres n'a été payé. Donc, ce combat était aussi celui de cette justice. Parce que l'Église catholique sera jugée. Je ne juge pas vos foi, ceux qui sont chrétiennes ou musulmanes. Mais je parle de l'institution Église catholique. L'Église catholique a fait croire au monde que les œuvres d'art africaines, les statues africaines étaient l'émanation de la sorcellerie. Est-ce que l'émanation de la sorcellerie peut-elle apporter tous ces millions que ça a apporté au musée du Quai Branly, au musée du Louvre, au musée de Bergendal? Parce que pour rentrer dans un musée en Europe, il faut 12 à 15 euros. Nous payons cet argent. Pendant des décennies, nous avons payé cet argent. Qui ont bénéficié de cet argent? Ce sont eux. Ça finance la recherche de leurs enfants. Pour aujourd'hui, un enfant qui est né à Mbanzangumbu, un enfant qui est né à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, un enfant qui est né à Oudjene, un enfant qui est né à Dakar, un enfant qui est né, je ne sais pas moi, à Massimanimba ou à Ouvira, pour que cet enfant puisse avoir accès à son héritage, à l'héritage culturel de ses ancêtres. Aujourd'hui, quel sera le parcours? D'abord, il faut commencer par le parcours administratif. Il faut aller d'abord faire le parcours pour chercher du visa. Et si on vous refuse le visa, l'argent que vous avez déboursé ne vous sera jamais remboursé. C'est du raquettage diplomatique. Cet enfant doit chercher un billet pour aller à Paris. Et là où il sera logé, jusque de là où il ira au musée, il doit dépenser. Mais l'enfant français, dont les ancêtres, l'enfant français de souche, j'allais dire, dont les ancêtres n'ont contribué, ni de loin ni de près, si ce n'est d'aller commettre des crimes pour voler ces œuvres-là, cet enfant, lorsqu'il naît, ces musées, et, si vous voulez, ces œuvres-là sont à sa portée. Voilà pourquoi il nous fallait de combattre pour que la justice soit rétablie, pour que le peuple d'Afrique, le peuple d'Asie, d'Océanie, d'Australie, qui ont été dépossédés de leur héritage et de leur patrimoine, soient aujourd'hui réhabilités dans leurs droits les plus légitimes, dans leurs droits les plus inaliénables. Parce que nul ne peut accepter, et le peuple africain ne l'acceptera jamais, que notre souveraineté soit bafouée. Parce que cela rentre aussi dans le cadre de notre souveraineté culturelle et de notre souveraineté intellectuelle. Sans la colonne vertébrale de l'identité et les racines culturelles, un peuple n'est rien. On n'est qu'un peuple lorsqu'on est assis sur le socle culturel qui est la sienne. Lorsque nous regardons la Chine, elle est ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que lorsque le président Mao arrive, commence une révolution, mais une révolution qui était d'abord culturelle. Et on ne peut pas refuser au peuple africain, au peuple du Congo, cela. On ne peut pas nous refuser cela. Voilà la lancée qui nous a porté dans ces combats pour la restitution. Aujourd'hui, nous menons un combat pour que les œuvres d'art africaines soient restituées. Je voudrais ici, j'ai été choqué, et je les dénonce avec fermeté. Dénoncer l'attitude, je dirais à la limite, honteuse, du président Tshisekedi. « 'Il 'y a le musée de Mongaliema. 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 'Il 'y a le mus
Les œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Mongaliema. Près de 40 000 œuvres sont en train de pourrir dans le musée de Mongaliema. Et le président Tshisekedi est en train de faire pression pour que le musée de Mongaliema quitte les lieux. Parce qu'on veut en faire quoi ces bâtiments? Il semblerait, je ne confirme pas. Certains disent que le président veut mettre une chambre froide. Ah! Vous sacrifiez tout le génie de nos ancêtres, tous ces patrimoines culturels, pour aller ramasser des poissons frigorifiés et donner ça au peuple. Certains disent que c'est son épouse qui veut installer une galerie présidentielle. Je dénonce cela. Et je pense que cet écho sera entendu. Je donnerai de mon énergie. Je l'ai dit. Je suis en train de combattre en Europe, d'où je fais la prison. Mais tout le monde le sait. Ici, en 2011, Joseph Kabila m'avait placé sous la terre pendant 17 nuits et 18 jours, d'où j'ai été condamné à mort. Mais je suis sorti vivant. Je ne reculerai pas. Je donnerai de ma vie s'il est faux, parce que c'est la réhabilitation de la dignité du peuple noir et du peuple africain du Congo dont il s'agit. Et je dénoncerai. C'est de la même manière, avec la même énergie que je combats le musée de l'Europe, c'est avec la même énergie, la même arme que je combattrai les autorités de Kinshasa s'ils osent se constituer en barrière. Mais permettez aussi que je salue l'initiative du président Tshisekedi, parce que si je suis ici, je suis venu justement pour le colloque scientifique international pour la restitution du patrimoine. Il a fait de la question du patrimoine africain, de la restitution du patrimoine africain, une priorité de son mandat au niveau de l'Union africaine. Ce qui nous permet d'avoir une légitimité institutionnelle et continentale pour la question de la restitution. L'invitation qui m'a été adressée, c'était justement la reconnaissance de notre combat. Et je tenais à le souligner. Nous sommes engagés dans ces combats aujourd'hui parce que nous voulons la restitution. Mais la restitution a des préalables et des étapes. D'abord la réparation des crimes qui ont été commis. Je vous disais que des femmes ont été violées et des enfants éventrés. Des femmes éventrées, des enfants décapités. Il faut qu'il y ait réparation. La réparation, d'abord, historique. Les nations européennes et occidentales doivent dire en fait et geste ce qui s'est passé. La réparation judiciaire. Un tribunal doit être mis en place pour juger ces crimes. La réparation juridique. Des lois doivent être écrites pour notre humanité. Pour Motoya Sika. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle morale, une nouvelle boussole comportementale. Parce que ce soit les musiciens, que ce soit les politiciens, que ce soit les pasteurs, que ce soit les professeurs d'université ou des écoles X et Y, vous serez d'accord avec moi qu'ici règne une logique que nous appelons le bouzobéry. Tout le monde est dans cette logique-là, perdant justement de valeurs, de boussole de valeurs. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la toile, les comportements même de certains d'entre vous, de la presse, on voit comment est-ce que l'homme congolais est descendu trop bas. Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Le Congo doit assumer ce rôle du leadership. Et je suis venu aussi ici pour réaffirmer et proclamer la République démocratique du Congo, en particulier Kinshasa, comme la capitale politique, administrative et économique du panafricanisme. Parce que nous allons installer les bases panafricaines sur l'aspect politique, administratif et économique. Voilà ce qu'il en était de cette déclaration liminaire et de la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui être devant vous et faire entendre cette voix, la voix qui est mienne, pour qu'elle soit entendue. Donc je pense que si, je ne sais pas si je dois le faire là et où dans vos questions, j'aurai à me présenter parce que je n'ai pas assez parlé de moi. Qui suis-je? Exactement, merci pour cette mise au point. Il ne nous appartient pas, nous devons restituer ça au nom de l'éthique. Donc ça c'était la première nuance qu'il fallait faire. Quant à ce qu'il en est, la suite sur... Je suis allé dans ce sens, sans ces préalables-là que j'ai évoqués, c'était justement d'abord pour installer les débats. Il fallait réinscrire dans l'agenda politique et médiatique international la question de la restitution. Et je dois vous dire aujourd'hui, on a réussi. Parce qu'aucun politique de l'Europe comme de l'Afrique aujourd'hui n'évite la question des restitutions. Je l'ai fait il y a quelques années avec la question monétaire du franc CFA, lorsque je me suis engagé dans la lutte contre la monnaie du franc CFA. Je m'étais dit qu'il fallait donner cette question au peuple. Nous avons réussi à installer les débats. Et là, je suis en train de faire la même démarche.
Les latinistes disent souvent bis repetita planquette. Ce qui est répété plaise. Donc ce que j'avais fait, je l'ai répété aujourd'hui avec les œuvres d'art. C'est d'abord pour installer les débats. Et le débat est installé. Maintenant, en ce qu'il en est, les préalables. Comment nous allons procéder? C'est la raison pour laquelle, prenons justement, c'est là un volet qui prend même la deuxième question. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui ici avec l'invitation de la présidence de la République pour ces colloques scientifiques internationaux. Parce que justement, il fallait que nos positions soient sues, connues, débattues et amendées. Et dans cette démarche, nous avons suggéré dans la commission juridique et économique cette démarche-là. En allant d'abord vers les réparations, parce que ce qui pose problème au président Tshisekedi, prenant sa déclaration, quand il dit, nous en République démocratique du Congo, nous serons confrontés à cette question-là de l'espace. Raison pourquoi vous avez vu dans ma déclaration liminaire, j'ai dit ceci. Les questions sont mal posées. Je suis cet architecte qui vient aujourd'hui bâtir une autoroute culturelle à travers laquelle tout le monde va se greffer. Je prépare le chemin du retour. Ces chemins-là, c'est ça. C'est-à-dire toutes les œuvres ne doivent pas aller dans des musées. C'est l'idiotie du crocodile, ça. Et quand eux, ils font cette déclaration, c'est pour dire que toutes les œuvres doivent aller dans des musées. Or, moi, je vous dis, il y a des catégories des œuvres. Les œuvres de première importance, qu'on qualifie, nous, de chefs-d'œuvre, comme Nekoukou, comme la figure du dieu Goun au Bénin, qui d'ailleurs la France a refusé de restituer. Ce sont des œuvres qui doivent répartir dans des lieux publics et des espaces publics. Il y a des œuvres, je parlais ici des écoles et des places initiatiques, comme l'école d'initiation Gaza chez les Mbaka pour les femmes excisées. Je parlais justement aussi des œuvres qui doivent aller vers des familles, des clans, des dynasties royales. Moi, j'ai des œuvres dont on me comptait dans ma famille, parce que je suis la descendance des lignées de Toumba Vemba, par lesquelles sortis les rois Nzinga Vemba. On a des œuvres dont on m'a parlé, que j'ai vues à Tervuren, que j'ai vues à Bergondal. C'est-à-dire, il arrivera à un moment donné, l'État congolais, quand il va récupérer ça, il va me les restituer dans notre famille. Parce que sinon, ça serait un combat redoutable entre nous et l'État congolais. Parce qu'avant que ces œuvres-là n'existent, l'État congolais n'existait pas. Donc, il y a des processus et des étapes dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis venu dans ces colloques, pour que les colloques puissent dégager cela au niveau de la présidence du Congo, afin que le président congolais change son discours et son langage, et aussi que l'Union africaine change son discours et son langage. Mais il y a aujourd'hui, je suis dans une dimension panafricaine, il y a près de 500 musées modernes en Afrique, au nom du panafricanisme. Si la République démocratique du Congo n'a pas d'espace, nous irons les placer au Bénin. Il y a même des pièces que j'ai retrouvées au Sénégal, qui sont des pièces, des tabourets sur lesquels s'asseyaient les rois Nzinga Vemba. Ça se trouve au Sénégal, dans le musée du Sénégal. Donc, au nom du panafricanisme, on peut donner des pièces dans différents musées, mais toutes les œuvres n'iront pas dans le musée. Voilà la démarche dans laquelle nous sommes inscrits. Tant Mundele ayeko yiba, ayeko zabiloko na nini elekaki exactement. Pourquoi nazobeta sete wana? Na sima nango bo okuta ba bomba makambo ebele. Makambo ba bomba eza ba vérité tina ya bikeko wana. Parce que si tu veux que quelqu'un s'intéresse ya eloko na yo, il faut comprendre ça servira à quoi. Na vie nanga ya lelo kopesa nga nini. Lobi ezalaki na fonction nini. Donc na réhabilitation à vérité historique, batu ba comprendre que il y a une richesse vrai derrière bikeko wana. Ndenge yo za wana. Oyebi richesse nango lelo na ba bikeko moderne. Parce qu'il y a une fonction économique derrière. Parce que, était comme ça en bon, et ça qui sa classe. Et ça, il y a valeur. Donc, ce que vous avez dit, moi, dans la valeur du fait que par exemple, quand tu as un musée à Kembrali, il faut foutre à 12 €. Dans le musée, il faut foutre à autant. Et ça, une façon de sur cet aspect-là. Deuxièmement, tu as Makambo Tobandi. La campagne de conscientisation et de sensibilisation, l'éducation. Parfois, si on a continué à musée, on a œuvre. On a continué à musée, comme dans le musée à Tervuren, au monde, on a expliqué chaque œuvre, place et outils. Dans mon nation, on a sali vidéo, on a Tervuren, tout ça qui est en direct, dans Anvers. Quand on a bandi, il y avait 10 000 personnes connectées sur ma page en direct. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Europe, les enfants n'ont pas d'identité, souffrent de la crise identitaire. Baza coupé un cordon ombilical, il y a identité na biso. Parce que beaucoup de parents, par une folie, je ne sais pas au nom de quoi,
so komi ba ebisi yo tika oloba monoko na makambo etali yo te yo za mona botamia yo za mona makambo tika bato wana siko mwana na tanga zokola comme une sœur guinéenne que je connaissais tanga zokola a comme na 19 ans mokomsu bavandi na bandeko na ye mindele ndeko na ye moko ba camarade ne disons ya mundele ya bisi alobi yo uta wapi habite je suis originaire de tel département atangi pas sabotama parce que kuna so tout le monde eso pas sabotama habite mais uta wapi abi na botama département boy abi ba ou même abi ba parents na yo ba uta wapi abi ba parents na nga ba uta Guinée abi aux Guinéens ça avait choqué cette fille. Bah, yes, elle s'est considérée comme française, à Kolakuna, tout ça, à Botami, bah, renvoyée à l'origine lointaine, il y a des parents. Et Choka qui est créé révolte en elle. Depuis Naye Baye, Mukoloana, Azwa Basu qui a tika Badre de l'Ox, et Koyati Nasima, awa. Asom bara jamais livre ni magazine au Bacha Mundele Liboso. Magazine na livre au Yasom Baka au Bacha africain. Au monde accoutrement Naye, en fait, des abattus te réfléchissent. Par exemple, un accoutrement Nanga. Tu vois, j'ai du raffia ici. En fait, ça, là, à Babyloko, pour que tout le monde, ça au moins, hein, c'est savoir-faire là. Parce que notre industrie textile a subi un coup violent. Il y a même wax hollandais et indien. Baboma industrie nabiso. Donc, tant que ça, là, la thématique qu'on a éducation, bana baïga Hollanda. Parce qu'il y a un intérêt, baïga valeur dans mon acteur. C'est la même chose que je veux faire ici. Na Outi Ouaga, na Zaki, na Dakar, ici, partout par là, na Tambola, de l'Afrique. Le Congo est ça le moteur de tout le panafricanisme. Sans le Congo, on n'est rien et on ne fera rien. Alors il faut que le Congo, tous mais continuer à être Makambo et ça lelo. Il faut qu'il y ait des femmes congolaises. Vous êtes là nombreuses et nombreux, allumés par cette flamme là. Comme il y a des hommes congolais de jeunes. Alors faisons main dans la main le beau Komoko Token ensemble pour que Token de l'Ikolo. Unité d'unité.